Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire cette semaine. Au Mexique, elles occupent depuis plus de 6 mois un bâtiment fédéral et n'hésitent pas à dégrader l'espace public ou à affronter la police. Les féministes du Bloque Negro protestent ainsi contre l'inaction des pouvoirs publics face au féminicide. Chaque jour dans le pays, 10 femmes sont tuées, un triste record. Reportage de nos correspondantes. Ils représentent 50% de la population, mais sont responsables en France de 97% des violences sexuelles, 95% des vols de véhicules. Les hommes coûtent cher à la société, 95,2 milliards d'euros par an. C'est l'estimation de notre invitée, Lucille Peytavin, qui signe le coût de la virilité. Entretien à suivre. Les tâches ménagères continuent à être largement réalisées par les femmes. Lassée d'être seule à s'en occuper, une Britannique mère de 3 enfants a décidé de tout arrêter. Son expérience a fait un carton sur les réseaux sociaux et mis fin à la torpeur de son conjoint. Mais pour commencer, direction le Mexique à la rencontre des féministes radicales du Bloque Negro, le bloc noir. Derrière leur cagoule se cachent des histoires de femmes meurtries, abusées ou dont une proche a été tuée. 13 d'entre elles sont poursuivies par la justice pour vol et violence. Reportage de Gwendolina Duval et Laurence Cuvillier. Ces images ont provoqué la polémique. Les femmes du Bloque Negro ne craignent pas de taguer, détruire ou même affronter la police. Cette agressivité paraît injustifiable pour certains, mais pour d'autres, c'est l'ultime recours pour faire entendre des voix trop longtemps réduites au silence. C'est ici, dans le centre-ville de Mexico, qu'elles vivent retranchées. Il s'agit de l'ancien bâtiment de la Commission nationale des droits de l'homme. Il y a 6 mois, des dizaines de militantes l'ont pris par force et transformé en refuge. Ces chambres sont celles des femmes que nous accueillons et les nôtres. Les filles du Bloque Negro qui restons ici. Car nous aussi, nous sommes des réfugiés. Nous sommes des victimes directes de violences. À l'intérieur, les Bloque Negro montrent une image plus pacifique et solidaire. Des jeunes femmes et des mères de victimes, dans un pays où 25 cas de maltraitance domestique sont dénoncés chaque heure, elles sont nombreuses à frapper à leur porte. Mon ex-compagnon me frappait, me maltraitait. Pour moi, c'était presque normal qu'il me batte. Je ne savais pas qu'il existait des centres où une femme pouvait trouver de l'aide. Erika Martinez a fui sa maison après le viol de sa fille par un proche. Elle a tout perdu et depuis, elle se bat pour obtenir justice. Dans le cas de ma fille, ça fait 3 ans et l'agresseur est toujours libre. Et nous devons affronter la faim, vivre dans la rue. Tandis que plus de la moitié des féminicides demeurent impunis, les Bloque Negro mènent une lutte radicale et séparatiste. Dans leurs actions comme dans cet endroit, les hommes sont complètement exclus. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer et cela a été très clair dès le début. Jamais? Non, et ça sera le cas jusqu'à ce que la dernière femme ait obtenu justice. Un jusqu'au-boutisme qui dérange, même au sein d'autres associations féministes. Elles craignent que les Bloque Negro ne desservent leur cause. Il y a aussi des hommes qui viennent aux manifestations, qui ont perdu leur fille. Je ne peux pas leur dire de ne pas venir parce qu'ils sont des hommes, car la douleur est la même. Notre ennemi, c'est quoi? C'est l'indifférence du gouvernement qui ne fait rien. C'est l'impunité. Ignorée par les pouvoirs publics, la colère des militantes grandit. Si les violences contre les femmes sont très souvent passées sous silence au Mexique, les Bloque Negro veulent les inscrire durablement dans le paysage. À travers le monde, la violence est largement exercée par les hommes. Ce sont eux aussi qui, le plus souvent, ont des comportements à risque ou asociaux, et cela a un coût. Notre invité l'estime à 95 milliards d'euros par an en France. Lucille Peytavin, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne, vous venez de publier Le coût de la virilité chez Anne Carrière. Alors 95 milliards d'euros ou 95,2 milliards d'euros, c'est une somme énorme, 1,5 fois le déficit annuel du pays. Comment vous parvenez à cette somme ? Alors, ce que j'appelle le coût de la virilité correspond aux sommes qui sont dépensées par l'État et par la société pour faire face aux comportements asociaux des hommes.
puisque finalement les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de violence, de délinquance, de criminalité, de comportements à risque, si bien qu'ils représentent 83% des personnes mises en cause par la justice, 90% des personnes condamnées par la justice. La population carcérale est à 96% masculine en France. Et si on regarde par type d'infraction, ils sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Vous en avez cité quelques-uns, donc 99% des auteurs de viol, 86% des auteurs de meurtre, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route. Si bien que si tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et tout ça a un coût. Alors déjà un coût pour l'État qui est lié aux frais de justice, de services de santé ou de forces de l'ordre, et un coût qui est supporté par la société et là qui est lié aux souffrances physiques et psychologiques des victimes, mais que l'on peut estimer financièrement, aux pertes de productivité des victimes et des auteurs eux-mêmes et aux destructions de biens. Alors pourquoi est-ce que ce coût, on ne le prend pas en compte? Pourquoi il n'y a pas de débat de société autour de ça? Pourquoi est-ce qu'on consent à dépenser des milliards pour endiguer cette violence? Alors je pense qu'il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, on pense que les hommes sont violents ou se comportent ainsi par nature, c'est-à-dire que ça fait partie d'eux-mêmes et qu'on finalement on ne peut rien faire. Et la deuxième chose, c'est parce que dans nos schémas de pensée, la norme est masculine. Par exemple, dans la langue française, le mot « homme » désigne à la fois le sexe et l'espèce. Et donc, on considère que les comportements des hommes sont la norme. Et je pense que ces deux mécanismes, finalement, invisibilisent ce phénomène. C'est un problème d'éducation. Alors, le sous-titre de votre livre, c'est ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes. Qu'est-ce que vous en sous-entendez par là? Est-ce que ce n'est pas tomber dans un autre cliché? Alors non, pas du tout, parce qu'on s'aperçoit que la moitié de la population, à savoir les femmes, ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Et cela s'explique parce qu'elles sont peu ou pas éduquées à travers des valeurs viriles qui poussent les hommes à des démonstrations de force et à des comportements violents. De ce fait, si on éduquait davantage les garçons comme les filles, c'est-à-dire si on les éduquait davantage à travers des valeurs d'empathie, d'altruisme, de respect des règles, in fine, ils se comporteraient comme les femmes, puisqu'il n'y a rien dans leur nature. La science a bien démontré que ni le cerveau, ni la testostérone étaient responsables chez eux de ces comportements, mais que c'est bien l'éducation. Et donc, si on changeait nos schémas éducatifs pour des schémas éducatifs beaucoup plus positifs, comme ceux qu'on transmet aux filles, aux femmes, on économiserait donc ce coût de la virilité qui est un coût financier et humain qui est tout à fait colossal. Lucile, une dernière question rapidement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent la féminisation de la société, c'est son ramollissement, on n'en veut pas? Eh bien, écoutez, je pense qu'ils ont bien tort puisque on voit les conséquences néfastes justement de ces comportements virils. C'est un coût financier qui est énorme et qui permettrait, par exemple, d'investir dans des politiques publiques de façon beaucoup plus importante, et donc on vivrait dans une société plus riche. On serait tous aussi beaucoup plus libres parce qu'on serait tous beaucoup plus en sécurité. Et il faut bien comprendre que hommes et femmes, nous sommes tous victimes des comportements virils, de ces comportements toxiques, et nous aurions tout à gagner à sortir de ces schémas nocifs. Lucile Peytavin, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Le coût de la virilité, chez Anne Carrière. La pandémie du Covid-19 a fait reculer la perspective de l'égalité entre femmes et hommes de 36 ans, d'après le Forum économique mondial, en cause notamment le fait que ce sont elles, en majorité, qui interrompent leur carrière pour s'occuper de leur foyer. Même celles qui continuent à travailler ont vu leur charge familiale augmenter avec les divers confinements. Lassée d'être seule à s'occuper des tâches ménagères, une Britannique a décidé de tout arrêter. Regardez. Elle n'en pouvait plus d'accomplir seule toutes les tâches ménagères en plus de son travail. Cette cuisine est très bizarre, très bizarre. Je vais vous montrer pourquoi. Alors cette mère de famille anglaise a fait la grève des corvées, sans prévenir son mari et ses 3 enfants, pour les mettre face à leurs responsabilités.
Est-ce que je suis la seule dans cette maison à devoir vider l'évier? Mais le constat est implacable. Si la maman ne fait pas, personne ne la remplace. Le lave-vaisselle est plein, mais pas mis en marche. Son expérience partagée en vidéo sur les réseaux sociaux a duré 4 jours, au cours desquels le foyer prend des airs de dépotoir. La vaisselle s'entasse, tout comme le linge, et les gels douche, vides. Avec dépit et humour, la mère de famille a aussi filmé la lente prise de conscience de son mari, tentant d'abord d'enlever des céréales collées au fond d'un bol, puis sortant les poubelles, avant de vider le lave-vaisselle, tel un rendez-vous en terre inconnue. Vous entendez? C'est le bruit de l'aspirateur au rez-de-chaussée. Le feuilleton de la famille Potkin a été vu des dizaines de milliers de fois sur Internet, comme une expérience sociologique. De nombreuses femmes se sont reconnues dans cette situation, et des hommes aussi. J'ai souvent envie de faire la même chose, mais je finis toujours par craquer la première. Je crois que si ma compagne arrêtait de faire le ménage, ce serait terrible. Je laisse trop souvent mes affaires traîner par terre. Mon mari est super, il m'aide beaucoup, donc je n'ai pas à faire grève. Mais cette femme a eu raison. Avec 3 enfants en plus, elle a bien besoin d'une pause. La maison de la famille Potkin est désormais rangée, nettoyée, et plus seulement par la mère. Malgré de nombreux progrès, le partage des tâches domestiques reste inégal, pas seulement au Royaume-Uni. Selon une étude française, les femmes y consacrent 2,5 fois plus de temps que les hommes. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos suggestions sur les réseaux sociaux depuis Douala, Lausanne, Marrakech ou ailleurs. À très vite.